L'Union européenne est l'une des plus grandes, mais aussi l'une des plus étranges entités économiques ayant jamais existé. Elle est devenue un décideur politique et une autorité agissant d'une manière qui n'est pas très différente de celle du gouvernement fédéral des États-Unis. Sur le plan économique, les similitudes sont si étroites que l'idée d'une fédération européenne ou des États-Unis d'Europe a été sérieusement proposée avant que l'on ne se rende compte qu'elle existait déjà en quelque sorte. Un ensemble d'États qui partagent la même monnaie, se mettent d'accord sur la politique à mener, concluent des accords commerciaux collectivement, ont des ministères communs, tout en conservant l'indépendance et les droits de ces États individuels, cela me semble familier. Mais il y a bien sûr des différences évidentes, ce qui donne à l'Union européenne tous les inconvénients d'une fédération sans trop d'avantages, ce qui est un problème pour bien plus que les pays membres. Ces 27 États membres ont une production collective de près de 20 000 milliards de dollars américains, ce qui n'est dépassé que par les États-Unis en termes de PIB nominal brut. Pour une entité non souveraine, elle n'a pas peur non plus d'exercer son poids économique. Qu'elle le veuille ou non, elle utilise sa taille de grand producteur et consommateur mondial pour exercer un contrôle significatif sur les pays à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières, et ce pouvoir présente un risque alors qu'elle est confrontée à des défis externes et internes majeurs. Les plus grandes économies membres de l'UE ont vu leur croissance économique stagner, et la situation n'est peut-être pas meilleure pour les plus petites économies en développement. Il y a environ un an, nous avons réalisé une vidéo complète sur les menaces et leur influence sur l'Union européenne en tant qu'entité. Mais il est probablement encore plus important d'explorer l'influence que l'UE a eue sur les économies qui la composent et sur les économies du monde entier. Pour rester aussi simple que possible sur un sujet aussi complexe, quelles sont les influences positives de l'UE? Quels sont les problèmes qu'elle a causés à ses États membres? Et enfin, quels sont les problèmes qu'elle a causés à l'économie mondiale? L'unification d'un ensemble d'États souverains ayant des antécédents politiques, culturels et même économiques aussi divers a toujours été un défi difficile à relever. Les États-Unis, dont l'économie est sans doute la plus semblable à celle de l'Union européenne, se sont constitués sur près de 2 siècles et leurs États indépendants ne disposaient pas, pour la plupart, de leur propre économie établie de longue date à intégrer dans le système collectif. Bien entendu, cela s'explique en partie par le fait que les sociétés qui existaient dans ces régions avant qu'elles ne soient revendiquées et transformées en États n'étaient pas vraiment des économies de marché au sens occidental du terme. Faute d'une façon moins délicate de le dire, les États qui sont devenus les États-Unis partaient vraiment de zéro. Les pays qui ont formé l'UE et qui ont rejoint ses rangs au cours des 3 dernières décennies avaient et ont encore des économies extrêmement différentes, qui appellent toutes, de manière réaliste, des styles de gestion économique tout aussi différents. La politique économique à mettre en œuvre pour gérer une grande économie riche, bien établie et plus stagnante comme l'Allemagne, la France ou l'Italie devrait être très différente des politiques utilisées pour gérer de petites économies en développement rapide comme la Roumanie ou la Slovénie. Oui, les pays conservent une grande indépendance nationale, mais les décisions collectives telles que la politique monétaire et les relations commerciales sont prises par l'UE, et la recherche d'un compromis entre les pays qui ont des importations hautement compétitives et ceux qui ont besoin de protection restera toujours exactement cela, un compromis. Un pays comme l'Allemagne possède des industries très avancées et des produits à forte valeur ajoutée qu'il pourrait utiliser pour négocier des accords commerciaux favorables pour lui-même. Alors qu'un pays plus petit comme la Roumanie, qui est encore en train de se développer et de produire des produits de base, aurait probablement beaucoup de mal s'il devait réellement être compétitif sur le marché mondial pour ses exportations. Les produits manufacturés de base, tels que les câbles isolés et les cultures de base, telles que le blé et le maïs, sont totalement fongibles, ce qui est juste un terme économique sophistiqué pour dire interchangeable. Il est peut-être possible de distinguer une voiture ou un avion fabriqué en Allemagne d'une voiture ou d'un avion fabriqué dans un autre pays sur la base de la qualité, mais les fils de cuivre et le maïs de Roumanie seront en fait identiques aux mêmes produits provenant de n'importe quel autre pays. Et sans accords commerciaux protecteurs, les consommateurs mondiaux achèteront simplement ces produits à la source la moins chère à laquelle ils ont accès. Compte tenu de ces différents objectifs, il est très difficile de créer un accord commercial qui fonctionnera pour tous les pays de l'UE aussi bien qu'il pourrait fonctionner pour les économies les plus dominantes individuellement. Le même problème se pose avec la politique monétaire. Les taux d'intérêt dans l'UE sont différents selon les pays, mais le taux au jour le jour ou le taux d'escompte fixé par la Banque Centrale Européenne est le même pour toute l'Europe. Comment cela se fait-il? Chaque gouvernement a son propre profil de risque. Un pays comme l'Allemagne est beaucoup moins susceptible de ne pas rembourser ses emprunts qu'un pays comme la Grèce, de sorte que la Grèce doit offrir aux investisseurs des rendements plus élevés sur ses obligations si elle veut lever des fonds pour les dédommager du risque que le pays ne rembourse pas ses dettes une fois de plus. Une banque centrale est censée tenir compte de ces éléments tout en gérant l'inflation qui, dans l'UE, varie énormément d'un pays à l'autre en raison de conditions de marché différentes, de systèmes fiscaux différents et même de cultures différentes.
Tout cela signifie que toute politique sera un compromis entre les besoins réels de ce groupe de nations très diverses. Le problème s'est déjà posé avec la crise financière grecque, amplifiée par la valeur élevée de l'euro. Normalement, lorsqu'un pays est confronté à de telles difficultés financières, la valeur de sa monnaie baisse, ce qui signifie que les exportations de ce pays coûtent moins cher, ce qui l'aide à percevoir des revenus pour assurer le service de sa dette. Lorsqu'un groupe entier de pays utilise la même monnaie, cela ne se produit pas, ou du moins pas de manière aussi significative. La leçon la plus intéressante, et qu'il est important de reconnaître, c'est que la même chose se produit dans toutes les économies. L'UE n'est probablement même pas l'exemple le plus extrême de choses telles que la politique monétaire et les accords commerciaux qui nécessitent un compromis pour tenir compte des différences régionales. La différence entre les États les plus productifs et les moins productifs des États-Unis, par exemple, est aujourd'hui à peu près la même que la différence entre les pays les plus productifs et les moins productifs de l'UE au niveau par habitant. En particulier lorsque l'on supprime les valeurs aberrantes telles que le Luxembourg et Washington DC. Bien sûr, Washington DC n'est pas un État, mais il s'agit d'une entité économique qui n'est pas très différente d'un grand nombre de micro-économies en Europe. Mis à part les détails, les pays les plus pauvres de l'UE rattrapent en moyenne les pays les plus riches en termes de PIB par habitant, alors que c'est l'inverse qui se produit dans un pays comme les États-Unis. Les États américains les plus riches devancent encore davantage les États les plus pauvres en termes de production de main-d'œuvre, ce qui s'explique en partie par le fait que ces régions disposent de moins de flexibilité en matière de politique économique et de plus de restrictions sur la manière dont l'industrie se déplace dans l'économie, mais qu'elles sont toujours soumises à des décisions prises au niveau fédéral. Même dans les pays unitaires qui n'ont pas d'État individuel, les politiques favorables aux industries de pointe dans les centres-villes peuvent ne pas l'être pour les fabricants dans les régions ou pour les agriculteurs dans les zones rurales. La différence, c'est que les économies nationales, même les grandes fédérations comme les États-Unis qui accordent beaucoup d'indépendance à leurs États membres, peuvent toujours prendre l'argent des impôts fédéraux et le redistribuer aux régions les plus pauvres, soit directement par des transferts, soit indirectement par des subventions et des contrats. Pendant que nous faisions des recherches sur cette vidéo, une autre chaîne consacrée à l'économie, Osée Hooser, quoi qu'il en soit, ce passionné d'insectes a publié une excellente vidéo sur les raisons pour lesquelles les subventions régionales aux agriculteurs sont si courantes. Bien sûr, nous ne voulons pas répéter trop de choses ici, mais l'un des principaux éléments était que ces paiements ne sont pas nécessairement efficaces d'un point de vue économique, mais qu'ils sont tout de même effectués parce qu'ils empêchent l'inégalité régionale entre les villes et les zones rurales de devenir trop déséquilibrées. De même que la production régionale et l'inflation sont différentes dans les différentes régions de toutes les économies. Le taux d'inflation dans une grande ville comme New York, Tokyo ou Sydney sera différent à tout moment du taux d'inflation dans les zones rurales des pays où se trouvent ces villes respectives. La seule raison pour laquelle ce problème semble concerner spécifiquement l'UE est que, normalement, une monnaie est spécifique à un pays, et que ce pays mesure son taux d'inflation une fois collectivement pour l'ensemble de l'économie. Mais comme l'UE dispose de l'euro, qui est utilisé par des dizaines de pays différents avec des différences régionales, ils communiquent tous des chiffres d'inflation différents, ce qui est vraiment plus révélateur de la réalité, alors que d'autres économies nationales supposent naïvement que les prix augmentent partout dans le pays au même rythme. Même si cela semble positif pour l'UE, la collecte de chiffres économiques précis ne servira pas à grand chose si elle ne peut pas prendre des mesures précises pour les contrôler. Comparé au gouvernement fédéral des États-Unis, l'UE dispose d'un budget très modeste, qui sert essentiellement à assurer le fonctionnement de ses fonctions administratives. Par conséquent, même si elle avait le pouvoir d'utiliser ses propres dépenses pour équilibrer des éléments tels que des accords commerciaux compromis et la politique monétaire, elle ne le pourrait pas. L'étrange clivage entre les politiques économiques gérées par les économies nationales et celles gérées de manière centralisée par l'UE a créé un système dans lequel la gestion économique est très difficile, en particulier dans des situations extrêmes telles que les crises de la dette, les restrictions énergétiques avec la Russie et le Brexit. Cette difficulté s'applique également aux entreprises de cette région économique. Théoriquement, l'UE, avec sa liberté presque totale de circulation des biens, des services et du personnel à l'intérieur des pays membres et entre eux, aurait dû permettre aux entreprises d'opérer et de se développer plus facilement sans les restrictions imposées par des frontières nationales très serrées. Malheureusement, cette hypothèse a été fortement remise en question. L'UE a ajouté une couche supplémentaire de réglementation, auxquelles les entreprises doivent se conformer en plus de leur propre réglementation nationale. Il s'agit d'un domaine dans lequel l'UE n'a pas la main légère. Les réglementations relatives à la technologie, en particulier, ont obligé les entreprises internationales à procéder à des changements importants pour pouvoir continuer à opérer sur l'un des marchés de consommation les plus lucratifs au monde. Ces règles sont pour la plupart favorables aux consommateurs et aux travailleurs. Par exemple, le fait d'exiger que tous les smartphones utilisent le même port de charge a réduit les obstacles à la concurrence dans ce domaine.
La raison pour laquelle Apple s'est débarrassé à contre-cœur de son connecteur propriétaire, objectivement inférieur, est que l'UE l'a obligé à le faire sous peine de ne pas être autorisé à vendre ses téléphones dans l'UE, une loi dont le reste du monde a également bénéficié. Mais si ces lois peuvent être un net positif pour le monde, il est très difficile pour les entreprises fondées dans l'UE de rivaliser au niveau mondial avec celles qui ne sont pas soumises à autant de restrictions. L'Union européenne a pris un retard considérable sur les États-Unis et les économies asiatiques en développement en matière d'innovation technique, ce qui signifie qu'elle n'est pas en mesure de rivaliser avec l'un des moteurs économiques les plus lucratifs au monde. Les entreprises technologiques américaines, et même chinoises, ont été en mesure d'étendre leur influence et de générer des revenus à partir d'un produit dont le coût marginal est quasiment nul. Si une entreprise manufacturière allemande veut augmenter ses revenus, elle doit vendre plus de produits manufacturés, ce qui signifie qu'elle doit employer plus de personnel, acheter plus de matériaux et peut-être même construire plus d'usines. Si une entreprise technologique recrute un nouveau client, les ressources supplémentaires nécessaires peuvent être aussi simples que la saisie de données dans un dossier électronique, ce qui rend ces entreprises beaucoup plus évolutives. L'UE elle-même reconnaît ses lacunes dans ce secteur et a utilisé une partie de son budget limité pour essayer de faciliter le développement d'un autre Spotify. Mais en dehors de cet exemple, du moins pour l'instant, il est difficile de penser à une autre entreprise technologique européenne qui soit dominante au-delà des frontières de l'UE. Dans un souci d'équité, il est important de mentionner qu'il existe d'autres facteurs que les réglementations de l'UE qui étouffent le développement technologique en Europe. La diversité des langues signifie qu'il est plus difficile d'atteindre une masse critique d'utilisateurs, comme c'est le cas en Chine ou aux États-Unis, où les entreprises ont des centaines de millions de clients nationaux avant d'avoir besoin de se développer à l'international. Elles souffrent également de la fuite des cerveaux et de la baisse des investissements, car les développeurs qualifiés et les investisseurs qui prennent des risques en Europe peuvent utiliser leur talent ou leur liquidité à distance sur le marché américain, qui est généralement plus rémunérateur. Et bien sûr, l'UE elle-même a, à bien des égards, rendu cette situation plus populaire en introduisant une monnaie mondiale majeure qui facilite ce type de travail et d'investissement transfrontalier. Compte tenu de toutes ces questions, il est facile de penser que l'UE était peut-être une mauvaise idée. Mais il est également important d'évaluer si elle n'était pas simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Par rapport aux normes d'une économie de cette taille, l'Union européenne est incroyablement jeune, puisqu'elle n'a été officiellement créée qu'il y a un peu plus de 30 ans. Et dans ce laps de temps, elle a essuyé de nombreux vents contraires qui l'ont probablement empêché d'exploiter pleinement son potentiel. Bien sûr, personne ne peut prédire d'autres passés, et encore moins les économistes. Mais même en supposant que l'Europe ait maintenu des systèmes tels que la Communauté économique européenne, précurseur de l'UE, ou qu'elle ait conservé une indépendance totale entre ces nations, rien ne garantit qu'elle se serait mieux comportée face à des événements tels que la crise financière mondiale, la crise de la zone euro, le Covid et aujourd'hui le conflit qui sévit à sa frontière en Europe de l'Est. En contrepartie, l'UE a offert de nombreuses possibilités de vivre et de travailler plus librement dans l'ensemble de l'Union. Elle a facilité le tourisme, car les visiteurs n'ont pas à jongler avec des dizaines de pays et des montagnes de formalités de visa pour se déplacer, et elle a également donné l'euro au pays. La monnaie est certes une arme à double tranchant, mais le fait de disposer du deuxième moyen de change le plus utilisé au monde a facilité les opérations au sein de l'UE et au-delà pour la plupart des entreprises, même si elles doivent tenir compte de réglementations supplémentaires. L'économie collective de l'UE stagne depuis plus d'une décennie, mais il en va de même pour la plupart des autres grandes économies avancées, comme le Canada, l'Australie, le Japon, et même des pays comme les Émirats arabes unis. Les États-Unis, qui constituent la comparaison logique avec l'économie collective de l'UE, sont plutôt une aberration en matière de croissance. Les États-Unis, qui constituent la comparaison logique avec l'UE dans son ensemble, sont plutôt une exception en ce qui concerne la croissance qu'ils ont pu atteindre au cours de cette période. Et si la technologie, l'industrie, qui a été principalement responsable de cette croissance exponentielle, présente une longue liste d'avantages par rapport aux industries plus traditionnelles, elle est aussi beaucoup plus inconstante. Il n'y a pas grand-chose qui retienne physiquement les entreprises technologiques, et sans être trop désinvolte, la valeur que ces entreprises créent réellement est beaucoup plus difficile à qualifier. L'UE a ses problèmes, certes, mais elle a aussi une grande force stabilisatrice en Europe et dans le monde, ce qui est parfois plus important que les grands chiffres économiques qui ne profitent qu'à une petite poignée de travailleurs hautement qualifiés et à des investisseurs déjà fortunés. Nous avons récemment consacré une vidéo entière au Royaume-Uni et aux défis auxquels il est confronté en tant qu'ancien membre de l'UE, ce qui est un élément important à prendre en compte dans cette équation. Si le coût économique de la sortie de l'UE est trop élevée, il importe peu qu'elle soit positive ou non, car ses membres sont de toute façon pris au piège. Comme toujours, on ne veut pas trop se répéter, mais vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!